Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier. Qui gagnera ce duel de titans ? États-Unis, Chine, deux superpuissances mondiales se livrent une guerre sans précédent. Elle pèse près de la moitié de l'économie mondiale à elles deux. Une guerre des taxes qui prend des proportions considérables. Depuis ce matin, regardez, les États-Unis imposent des droits de douane à hauteur de 104% sur les produits chinois. Objectif, la capitulation de la Chine. Eh bien, il n'en a rien été. La dernière riposte chinoise, la voici. Plus 84% de taxes sur les produits américains, de quoi rendre la Maison-Blanche hystérique. Et nous, comment devons-nous réagir ? L'Europe est sur le point de frapper en retour. La Commission européenne cible certaines gammes de produits. Et ceux qui vont payer l'addition le plus cher, c'est le clan républicain. Message reçu à moitié par Donald Trump. Regardez ce qu'il a posté comme message il y a quelques instants. Restez cool, tout va bien se passer. Mais oui, ne faisons rien, n'agissons pas. Nous poserons la question notamment à Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière, et à l'économiste François Longlet, qui est juste ici. Ils nous rejoindront tout à l'heure dans ce grand dossier. Pour la Chine, la question ne se pose même plus. Elle ne se couchera pas. Xi Jinping abat une nouvelle carte et c'est ce qui tourne en boucle à la télévision chinoise. La commission du tarif douanier du Conseil d'État a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, les taxes sur tous les biens importés des États-Unis seraient augmentées de 34 à 84%. Partons d'abord aux États-Unis. On le rappelle, il y a 6 heures de moins chez vous. Justine Jankowski, vous êtes notre correspondante à Washington. Bonjour. Quelle est l'ambiance ce matin ? On va commencer par Donald Trump d'abord. Lui, il est persuadé qu'il peut faire plier la Chine. Vous l'avez entendu, la Chine veut un deal, un accord. La Chine en a besoin même. Et selon la Maison-Blanche, eh bien, finalement, il ne tient qu'à Xi Jinping de décrocher son téléphone pour le demander. Le président américain sera ravi de l'entendre, mais il mettra toujours les intérêts des États-Unis d'abord. En revanche, on sent un changement d'ambiance même dans son camp. Ce matin encore, dans les couloirs du Capitole, on entendait des républicains s'inquiéter, mettre en doute la stratégie de Donald Trump. En fait, ils ont peur d'un retournement de l'opinion publique avant les midterms. Et c'est vrai que tous les Américains qu'on a croisés, ils sont très inquiets, que ce soit au supermarché, parce qu'ils savent qu'ils vont être frappés au portefeuille, parce que beaucoup de produits sont importés de Chine, que ce soit aussi les agriculteurs du Midwest qui exportent une bonne partie de leur production de soja vers l'empire du milieu, à tel point, dites-vous, que même la Chambre de commerce et plusieurs grands groupes industriels envisagent même de porter plainte contre Donald Trump, mais pas sûr que le président américain cède à la grogne aujourd'hui ou montre une quelconque inflexion. Merci beaucoup Justine Jankowski depuis Washington, et on retrouvera Justine un peu plus tard dans cette émission qui est autour de la table pour en parler. Valérie Nataf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, éditorialiste politique LCI. Vous avez aussi dirigé le bureau TF1 à Washington pendant des années. Merci d'être là. Valérie Niquet, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique. Évidemment, la Chine, il va grandement en être question. Et puis Grégory Phillips, bonsoir, mais alors pourquoi êtes-vous arrivé presque en retard ? J'étais à mon bureau, je travaillais. Ah d'accord, donc vous ne regardiez pas l'heure. Regardez, je suis là. Vous étiez peut-être au téléphone avec Donald Trump ? Évidemment. Il me demande de rester cool. Grégory Phillips a beaucoup de travail, il est rédacteur en chef international à LCI, et vous avez été correspondant à Washington, donc on vous garde. Je voudrais d'abord vous faire écouter Donald Trump qui s'exprimait il y a encore quelques heures. C'était hier soir, avant de se coucher. Le président américain était toujours persuadé de pouvoir faire capituler la Chine. À l'heure actuelle, la Chine paie un tarif de 104%, et ce jusqu'à ce qu'ils concluent un accord avec nous. C'est ce qui arrivera. Je pense qu'ils finiront par conclure un accord. La Chine souhaite un accord. Vraiment, ils veulent un accord. Ils ne savent juste pas comment s'y prendre, car ce sont des gens fiers. Valérie Niquet, vous qui connaissez parfaitement la Chine, est-ce que Donald Trump l'a sous-estimé ? Alors, en tout cas, ce qu'il a peut-être mal compris ou mal pris en compte, c'est le fait que pour un pouvoir qui se veut puissant
comme celui de Xi Jinping, qui constamment parle de l'honneur de la Chine, de la revanche sur les siècles d'humiliation que la Chine aurait subi sous la coupe de l'Occident, il est hors de question par rapport à son opinion publique de céder aussi facilement aux pressions de Donald Trump. Par ailleurs, il a des cartes en main tout de même. À long terme, c'est vrai que voir se fermer le marché américain pour l'économie chinoise, c'est quand même très compliqué. En revanche, il peut attendre. Pourquoi ? Il a déjà réorienté beaucoup de ses importations de soja. On disait que la Chine était très dépendante vers l'Argentine, par exemple, ou les pays. La Chine n'importe pas de la part des États-Unis de produits manufacturés comme la Chine en exporte vers Washington, vers les États-Unis. Donc en fait, la Chine peut attendre un peu. Mais c'est certain qu'elle a aussi besoin d'un accès pour ses produits aux grands marchés développés, le marché américain, le marché européen, et que ça ne suffirait pas pour elle de se réorienter vers les marchés des pays émergents. Donc ça va être celui qui tiendra le plus longtemps et qui restera cool le plus longtemps. Et pour le moment, il semble que ce soit plutôt les Chinois. Valérie Nataf, peut-être un mot sur ce classement et sur le poids économique que représentent la Chine et les États-Unis. C'est vrai que ce sont deux superpuissances mondiales qui s'affrontent. Elles deux, elles pèsent près de la moitié de l'économie mondiale. Donc c'est vrai que ça peut effrayer de voir ces deux géants qui se mènent une guerre commerciale. Oui, le terme est le bon, c'est une guerre, pas comme celle qu'on a connue et qui continue en Ukraine face à la Russie, mais là on est vraiment rentré dans quelque chose. On a connu la guerre froide, une escalade dans les mots et pas seulement dans les mots, dans les installations militaires. Là on se retrouve au 21e siècle avec des barrières douanières du côté des États-Unis qui sont les plus hautes depuis 100 ans, avec des agriculteurs qui ont voté pour Donald Trump et qui se retrouvent dans une situation extraordinairement compliquée parce que il y a la fermeture de certains marchés pour eux, et puis il y a aussi la fermeture de l'USAID. Et donc leurs milliards de dollars de céréales, etc., qui allaient à l'USAID n'ont plus aucune valeur marchande. Donc il va y avoir un moment où ces deux... je l'ai dit déjà, mais je vais le répéter, pardon. Je parle sous votre contrôle, madame. L'opinion publique n'est pas la même aux États-Unis et en Chine. Et en Chine, le pouvoir est tellement puissant qu'il peut faire en sorte que le milliard de Chinois marche comme un seul homme et ne conteste pas la ligne chinoise. Vous l'avez dit, il y va de l'honneur des Chinois. Oui, c'est assez intéressant. Je vous donne la parole dans un instant, Grégory Phillips, mais sur ce que vient de dire Valérie, madame Niquet, est-ce que c'est vrai que Xi Jinping, là, il peut moins craindre une révolte de sa population que Donald Trump ? Alors, tout de même, il y a tout un tissu économique chinois de PME qui exporte vers les États-Unis, notamment grâce à ces plateformes comme Chine ou Temu. Et l'économie chinoise a beaucoup ralenti et le Parti communiste a besoin tout de même de satisfaire la population d'un point de vue économique. Il peut attendre un certain temps avec un développement modéré, mais il y a des besoins considérables. La Chine a des besoins considérables. Il y a un taux de chômage des jeunes qui est très élevé, par exemple. Et donc tout ça peut amener la chute de l'immobilier, tout ça peut créer des mécontentements. Mais c'est vrai que le Parti communiste peut imposer un contrôle de sa population et éviter les critiques pendant un certain temps. Mais il ne faut pas oublier que la Chine est à la fois la première puissance manufacturière dans le monde, elle produit énormément et elle n'a pas assez d'acheteurs dans son propre pays et c'est la première puissance commerciale. Donc ce sont deux éléments essentiels pour la stabilité politique et sociale en Chine, tout de même. Alors, dans ce choc de titans, il y a tout de même Donald Trump qui est toujours aussi sûr de lui, qui affirme, en tout cas si on se replonge dans son livre « L'art de la négociation », il affirme « Je connais les Chinois ». C'est d'ailleurs une petite phrase que vous nous avez soufflée, Grégory Phillips, je dis la vérité. J'ai lu des centaines de livres sur la Chine au fil des décennies, je connais les Chinois, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les Chinois, je comprends l'esprit chinois. Alors là, il a l'air quand même à côté de la plaque. Disons que c'est une vision assez simpliste des relations internationales et en l'occurrence avec la deuxième puissance économique mondiale et avec la manière dont il espère encore, c'est ce qu'il a dit en tout cas hier soir, obtenir
un deal avec Pékin, mais on voit bien que pour l'instant, en tout cas, les Chinois ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et puis, j'aurais juste ajouté quelque chose sur les opinions publiques. Il y a quelque chose qui m'a marqué ces dernières heures, c'est que Trump joue Wall Street contre Main Street. Vous savez, Main Street, c'est l'artère principale dans les rues américaines, et Wall Street, évidemment, c'est la bourse à New York. Et il dit, moi, je suis là pour défendre Main Street, donc sous-entendu les Américains de base, plutôt que les financiers de Wall Street. Sauf que ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est que et Main Street et Wall Street sont perdants. Absolument. Et pour les deux catégories de population, on court tout droit dans le mur. Donc cette différenciation qu'il fait entre le peuple pour lequel je travaille et les élites financières ne tient pas debout, en tout cas au moment où on se parle. Une autre déclaration de Donald Trump qui va un petit peu dans le même sens. Valérie Natoff, regardez ce qu'il avait dit il y a quelques jours, c'était le 7 avril. Il n'y a aucune inflation et les taxes douanières font rentrer des milliards de dollars. Cela alors même que le plus grand profiteur de tous, la Chine, a augmenté ses droits de douane. Il est de plus en plus virulent avec les Chinois. Il n'hésite pas à sortir les grands mots. Profiteur. Oui, parce que c'est dans cette surenchère qu'il espère mobiliser et à la fois ses électeurs, etc., et les gens qui lui sont fidèles. Plus il est en difficulté, Donald Trump, plus le ton augmente. Moi, je trouve que les posts qu'il fait, les déclarations qu'il a depuis quelques jours maintenant, sont la preuve que quand même, restez cool, disait-il tout à l'heure, il ne l'est peut-être pas autant que cela. Je vais rester prudente, très difficile de lire la psyché de Donald Trump, mais je trouve que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est sûr de son bon droit et sûr des résultats qu'il va avoir. Et pendant que vous parliez, François Langlais nous a rejoint. Bonsoir François. Bonsoir Émilie. Vous êtes notre économiste préféré sur cette chaîne. J'espère que Pascal Perry n'écoute pas. Merci d'être avec nous. Si jamais vous n'étiez pas à l'heure, Grégory Philippe, c'était notre plan B pour aller devant le grand écran. Vous êtes donc viré, Grégory. Okay. Merci beaucoup. Je préfère que ce soit François qui vous explique les subtilités de l'économie mondiale. Émilie adopte les méthodes de Trump. Hein. Vous êtes viré. Oui, c'est la méthode Trump. Vous venez avec moi devant le grand écran. Je sais que vous venez juste de vous asseoir et j'ai déjà besoin que vous vous leviez, mais j'aimerais comprendre avec vous pourquoi est-ce que la Chine est une obsession pour Donald Trump. Alors, on a préparé toute une série de cartes. D'abord, on voudrait rappeler, voilà, pour ceux pour qui ce ne serait pas clair, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites ces dernières heures. Depuis ce matin, les États-Unis imposent donc des droits de douane de 104% aux Chinois. L'objectif, c'était de faire plier la Chine. Finalement, il n'en a rien été. Réaction chinoise il y a seulement quelques heures, avec 84% de taxes sur les produits américains. Et alors, c'est sur l'autre carte que je voudrais vous faire réagir, c'est quand on regarde les échanges commerciaux en 2024 entre ces deux rivaux. Eh bien, la Chine vend pour 440 milliards de dollars, quand les États-Unis vendent seulement 143 milliards de dollars. Donc c'est ce chiffre-là qui embête particulièrement Donald Trump. Il a donc des raisons d'être fâché ? Oui, objectivement, il a des raisons d'être préoccupé par ce déséquilibre, qui n'est d'ailleurs pas le propre de l'Amérique. On a le même en Europe, et puis la plupart des pays du monde sont en déficit vis-à-vis de la Chine. Parce que c'est le résultat de 40 ans de croissance, et singulièrement des dernières années où la Chine a poussé les feux de façon considérable sur l'exportation pour compenser la faiblesse de sa consommation intérieure. Elle l'a fait à la fois avec une monnaie qu'elle manipule. Le cours du yuan est manipulé par la Banque de Chine. Il est artificiellement bas, ce qui permet aux produits d'être vendus plus facilement. Elle le fait aussi avec des subventions massives vis-à-vis des entreprises qui fabriquent tous ces produits. Donc elle ne joue pas le jeu. Et de ce point de vue, Trump a raison de dire que la Chine est un problème commercial. Après, on peut contester les méthodes qu'il utilise, parce que dans la carte précédente, on voyait qu'aujourd'hui les deux pays sont à parité, en gros. On va la revoir si vous voulez d'ailleurs. 84 contre 104, on est à peu près au même niveau. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a les deux géants du Pacifique qui se regardent les yeux dans les yeux, et c'est le premier qui va lâcher. Est-ce que ça vous effraie de voir ça, de voir ces chiffres-là ? Écoutez, en tant que tel, non. On a l'impression qu'il n'y aura plus de limites. Je pense quand même que la Chine ne peut pas céder. Elle ne peut pas céder. Donc ce sont les États-Unis qui vont céder ?
Je ne sais pas, l'hypothèse la plus favorable, ça serait qu'au bout d'un moment, ils se mettent autour d'une table et qu'ils négocient, qu'ils arrivent à trouver un chemin commun. Mais en tout cas, c'est frappant de voir que la Chine est déterminée. C'est une attitude nouvelle pour la Chine. Jusqu'à présent, elle était plutôt dans le désir d'arrondir les angles, même si son plan de long terme est connu. Elle veut dépasser les États-Unis, devenir la première puissance mondiale. Elle ne veut plus subir l'ordre international dicté par les États-Unis, parce qu'elle estime que l'Occident, et tout particulièrement les États-Unis, lui ont volé sa place de première économie mondiale et de maître du monde. Donc on est au moment de l'explication. C'est ça qu'il faut garder en tête. On est au moment de l'explication. Elle ne se produira peut-être pas dans quelques heures, peut-être ça sera dans quelques mois, mais ça y est, ce chapitre de la confrontation, de l'ultime phase de la confrontation est ouvert. Vous savez, il y a un économiste, politologue américain qui s'appelle Graham Allison, qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle « Le piège de Thucydide ». Thucydide, c'est cet historien de l'Antiquité qui a chroniqué la guerre entre Athènes et Sparte. Et Graham Allison nous dit, tous les 80 ans, il y a une lutte pour la place de maître du monde. Et dans la plupart des cas, ça se traduit par une guerre physique, pas systématiquement. La dernière fois que ça s'était produit, c'est au moment où l'Empire britannique a passé le flambeau à son ex-colonie, l'Amérique. C'était au début du XXe siècle. Le siècle américain se termine. La Chine veut que ça soit maintenant son siècle, ou ses siècles, parce que la Chine, évidemment, voit toujours le temps long. Et nous serions, à ce moment, la confrontation. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Et que, de surcroît, la Chine a des vulnérabilités très importantes. On va justement les évoquer en plateau dans un instant, parce qu'on a justement différents points qui montrent qu'il y a certaines faiblesses, évidemment, du côté de la Chine aussi. Je voudrais vous montrer un autre point qui doit sans doute froisser Donald Trump. Vous allez vite comprendre avec cette carte. C'est la stratégie chinoise qui semble agacer aussi le président américain, puisque la Chine diversifie considérablement son marché. C'est ce que l'on voit ici sur cette carte. Oui, en fait, le poids relatif... Elle a augmenté ses exportations et elle n'insiste pas sur le marché européen et américain, d'ailleurs. C'est vrai. En fait, le poids relatif des exportations chinoises dans les pays dits développés, singulièrement aux États-Unis, a plutôt baissé dans les années récentes, au profit de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y en a d'autres. On pourrait parler de la Russie, évidemment, où les exportations ont explosé. Alors, c'est lié aussi à l'alliance géopolitique entre les deux géants. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'anémie de la croissance intérieure chinoise, c'est-à-dire le fait que le consommateur ne consomme pas assez. Contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des trajectoires de développement qu'on a vues dans les 30 dernières années. Il y a eu bien évidemment le Japon, il y a eu Taïwan, il y a eu la Thaïlande, et à chaque fois, on voit que ces pays commencent par exporter, et puis ils laissent leur monnaie s'apprécier, ce qui fait que les revenus intérieurs augmentent, et que donc la consommation peut décoller, et ça s'équilibre. Le Japon a connu une montée du yen qu'on a appelée l'endaka, qui a d'ailleurs été très difficile pour les entreprises. La Chine se refuse à ça. Elle ne veut pas, parce qu'elle est en prise avec une crise immobilière qui ralentit sa croissance, donc elle mise tout sur les marchés extérieurs et elle bloque sa monnaie à un niveau très faible, ce qui handicape sa consommation intérieure. Donc elle est dans une impasse en termes économiques. Le leadership actuel chinois est probablement le plus mauvais dans le management de l'économie chinoise depuis Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, dont les héritiers ont tous été très brillants dans le management de cette économie géante. Là, on a quelqu'un qui est idéologue, qui ne comprend pas l'économie, qui se comporte comme un apparatchik, un chef de bureau du Parti communiste. Et donc, il décide sur un coin de table d'augmenter les investissements dans tous les domaines et de façon à pouvoir baisser les prix et inonder le marché mondial. L'ancienne secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a eu une phrase tout récemment, je trouve excellente, qui décrit bien la situation. Elle dit « La Chine est devenue trop grande pour le monde ». Et c'est un peu ça. Du coup, elle nous inonde de panneaux solaires, d'éoliennes, d'électronique, etc. La Chine est devenue trop grande pour le monde. J'aimerais bien avoir aussi l'avis de Valérie Niquet. Merci beaucoup, François Langlais. Je vous invite à rejoindre le plateau. Valérie Niquet, il y a un autre point, après ce qui vient d'être expliqué par François Langlais, notamment sur la Chine qui diversifie son marché. La Chine a un autre atout considérable qui agace particulièrement Donald Trump, c'est qu'elle contrôle bien plus de terres rares que les États-Unis. 69% contre 12% pour les Américains.
Oui, alors la question des terres rares avec la Chine, j'avais écrit un premier article en 2011, donc ça n'est pas récent. Vous aviez tout vu avant tout le monde. Ça fait très longtemps que les Chinois utilisent l'arme des terres rares pour tenter d'imposer sa volonté. À l'époque, c'était contre le Japon, où ils avaient des problèmes avec les Japonais. En fait, la Chine n'a pas le monopole des réserves de terres rares. En revanche, on lui a abandonné la production, la transformation, qui sont des opérations extrêmement polluantes et qui coûtent cher dans les pays développés. Et donc les États-Unis, l'Australie, tous les pays qui avaient des usines de transformation, petit à petit les ont laissés tomber au profit des entreprises chinoises qui en plus ont cassé les prix, ce qui fait que ça n'est plus du tout intéressant chez nous de le faire. Et donc la Chine, effectivement, aujourd'hui contrôle même plus de 70% de la production des terres rares dans le monde et on en est dépendant. Donc il faudrait, on en a parlé, de réorienter, de relocaliser cette production aux États-Unis ou ailleurs. Ça n'a pas été fait et donc c'est une arme supplémentaire. Mais encore une fois, je pense que les choses vont, comme le disait François Langlais, se stabiliser très certainement parce qu'à la fois les États-Unis, évidemment, sont dans une position de pression sur la Chine, mais également vulnérable. Mais les Chinois aussi ne peuvent pas totalement se passer d'un accès au marché des pays développés. Alors ça, c'était pour le volet États-Unis-Chine. Dans un instant, il sera question de notre réponse, de la réponse des Européens face à Donald Trump. Et pour en parler, on accueille Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général de Force ouvrière. On est ravis de vous avoir sur ce plateau et on a hâte d'avoir votre sentiment sur la situation. Est-ce qu'il faut être aussi dur que les Chinois? Vous répondrez tout de suite. Restez bien sur LCI. Jusqu'où ira Donald Trump? Sa guerre des taxes ne semble pas avoir de limite. Bonsoir, soyez les bienvenus dans la suite de votre grand dossier. Est-ce que Donald Trump a l'intention de revenir en arrière? Alors pour l'instant, il ne regrette rien. Nous irons voir Justine Jankowski, notre correspondante à Washington, pour en parler avec elle. Et puis nous sommes aussi sur ce plateau avec Valérie Nataf, avec François Langlais, avec Grégory Phillips, mais aussi Jean-Claude Mailly. Je vous donnerai la parole dans un tout petit instant, mais d'abord c'est l'essentiel de l'actualité. Entre la Chine et les États-Unis, l'escalade est donc sans fin. Les produits chinois se retrouvent taxés à hauteur de 104%. Le dernier coup de massue donné par Donald Trump et la réponse de la Chine, eh bien, elle est venue cet après-midi. Les produits américains seront taxés à 84%. Dans le reste de l'actualité, nous partons en France. Après 6 mois d'audition, le rapport parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture a été publié. Des centaines de personnalités ont été questionnées. Le constat est sans appel. Selon la présidente de la commission, les violences y sont endémiques. C'est Judith Godrèche qui a donné son sentiment. C'est l'une des figures du mouvement MeToo. Elle parle de conclusions terrifiantes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite de votre grand dossier. Donc, nous nous attaquons aux dernières déclarations de Donald Trump. Une fois n'est pas coutume, le président américain se vante, il dit avoir le monde à ses pieds, il dit même ce sont des gros faillots. Et encore, j'ai traduit avec la version polie, mais écoutez la version originale. C'est très poli. Ces pays nous appellent, ils me lèchent le c***, ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Je ferai n'importe quoi, monsieur, n'importe quoi. On est très déçus. Ils ont bipé l'extrait. Enfin, mon chef d'édition a bipé l'extrait, mais en gros, il dit que ce sont des lèche-bottes et qu'il me cire les pompes. Il dit pas botte. Il dit toujours pas botte. Bon, on va pas le dire. Bref, vous avez compris l'idée. On va aller voir Justine Jankowski. Bonjour Justine, vous êtes donc notre correspondante à Washington. Alors, selon le secrétaire au Trésor, Donald Trump n'a pas tout à fait tort, puisque 70 États se pressent de trouver un accord avec les États-Unis. C'est même une course contre la montre, c'est bien ça ? Oui, alors ça, c'est l'administration américaine qui s'en vante, de tous ces pays qui viennent supplier Donald Trump. On n'a pas la confirmation par tous les pays de cette information, donc on n'a pas une liste complète, mais on sait, c'est vrai, que la Corée du Sud, par exemple, a commencé à négocier. On a eu aussi la visite de Netanyahou lundi, qui a tenté de faire fléchir Donald Trump sur ses droits de douane. On sait aussi que dans cette liste, il y a les pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, qui est touché par une taxe énorme, 90%, et qui est très grave pour elle, puisque le Vietnam exporte
exporte aux États-Unis énormément de chaussures, de vêtements. On ne sait pas, évidemment, si ces discussions vont donner quelque chose avec Donald Trump, parce que lui, évidemment, toute sa stratégie des droits de douane, c'est de dire, grâce à cela, je vais ramener de l'emploi aux États-Unis. Donc, s'il commence à négocier aujourd'hui, forcément, ça le décrédibilise un peu. Et c'est pour ça qu'on le voit avec la Chine rester inflexible. D'ailleurs, on a entendu aussi l'un de ses conseillers s'exprimer à la télévision ce matin. Il disait il n'y a que la Chine qui provoque l'escalade dans cette guerre commerciale. On sait bien sûr que c'est faux, mais voilà, le message c'est de dire l'ennemi c'est la Chine. Nous, on ne fait que défendre les intérêts des Américains parce que les Américains justement doutent de plus en plus de la stratégie de Donald Trump. Merci beaucoup Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis Washington. Jean-Claude Mailly, quel est votre sentiment face à toute cette situation qui ne fait que monter et s'aggraver d'heure en heure? Est-ce que nous, la France et plutôt l'Union européenne, est-ce qu'on devrait être aussi dans ce même état d'esprit de se dire voilà, il faut peut-être trouver un accord et tenter de joindre Donald Trump? L'Europe n'est pas la Chine. En tous les cas, la composante européenne n'a pas le même poids aujourd'hui, sur le plan géopolitique, je parle, puisqu'on n'est pas tous d'accord, que la Chine. La Chine a une vision de long terme, en plus, c'est comme ça a été dit plusieurs fois, c'est une bagarre de leadership qui est en train de se passer au niveau géopolitique. Donc on est dans une situation différente avec, François disait tout à l'heure que Xi Jinping n'est pas un économiste, mais je pense que Trump non plus. C'est un camelot, Trump. D'une certaine manière, c'est un camelot, quoi. Bon. Et n'oublions pas une chose aussi, il n'y a pas que l'aspect économique, il y a l'aspect géopolitique et il y a l'aspect, je dirais, démocratique. Parce que toute une série de décisions prises par Trump depuis qu'il est président, ça relève pour moi d'une démarche fasciste. Je le dis clairement, liberté de la presse remis en cause, vous avez l'état de droit qui est remis en cause quand vous écoutez Vance, etc. Donc il y a toute une série de dispositions qui sont inquiétantes. Ceci étant, l'Europe ne peut pas faire la même chose, mais je considère que les premières décisions qui ont été annoncées cet après-midi sont intelligentes de la part de l'Europe, de cibler notamment sur les États républicains, ceux qui seront plus pénalisés. Ça veut dire que ça va toucher les élus républicains. C'est justement Jade Partouche qui a travaillé sur la question. Je suis désolée, vous êtes en train de divulgacher tout ce qu'elle a écrit cet après-midi. C'est pour ça que je vous arrête. C'est un élément important. Mais vous êtes dans le thème. Mais on va y revenir. Donc, non, puis je crois qu'il y a une montée en puissance qu'on doit avoir. Maintenant, comment... Moi, je pense... À un moment donné, s'il a un peu de raison, il sera obligé de plier. Mais pas de bon cœur, parce qu'il y aura une pression, y compris de son électorat. Vous savez, si l'inflation va augmenter aux États-Unis, ça c'est à peu près certain, au moins à court terme. Bon, ça, les gens vont pas être contents quand l'inflation augmente. Les fonds de pension, la retraite des Américains dépend beaucoup des fonds de pension. La bourse se casse la figure, donc ils s'inquiètent et ils gagnent pour le niveau de leur retraite. Donc tout ça, ça va faire une pression. À un moment donné, je pense qu'il sera obligé de lâcher. Et puis, ses propres élus attendent en 2016 les mi-termes également. Donc ça va les inquiéter aussi. Eh bien, justement, Jade Partouche, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez vu, vous êtes pile dans le thème et Jean-Claude Mailly vous a légèrement devancé. Il le disait très bien, l'Europe a de quoi faire plier Donald Trump et notamment la Commission européenne qui cible aujourd'hui certaines gammes de produits. Et là aussi, vous le disiez, Jean-Claude Mailly, ceux qui vont surtout payer l'addition, ce sont les Républicains. Oui, en fait, on se rend compte que la réponse européenne a fait preuve d'une certaine créativité. La Commission a publié 98 pages de produits, vous les avez sous les yeux, des produits qui vont être taxés. Alors, je ne vais pas vous détailler chaque produit, mais il y a une chose risque d'être trop long, là. qui saute aux yeux, c'est qu'une grosse partie de ces produits concerne les exportations en provenance des États républicains. Je vous ai ressorti la carte des États républicains en rouge, donc en bleu, ce sont les démocrates. Et liste à l'appui, j'ai regardé. La Commission veut taxer le soja. Elle vient de le confirmer il y a quelques instants. Les États-Unis sont le deuxième producteur et exportateur mondial de soja. D'où vient ce soja principalement? À 82% de Louisiane, républicain. Et accessoirement, la Louisiane, c'est aussi l'état d'origine du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, républicain lui aussi. L'importance symbolique et économique du soja pour ce fief des républicains n'est absolument pas à sous-estimer, sachant qu'en plus du soja, on le voit sur cette infographie, l'Union européenne prévoit de taxer également la volaille qui vient de Louisiane, le bœuf, Kansas et Nebraska, républicains aussi, les pièces détachées automobiles, Michigan, État très industriel et bastion des républicains par excellence. Tabac, plus de 200 000 tonnes de tabac sont produites chaque année aux États-Unis, ce qui en fait quand même l'un des principaux exportateurs de tabac au monde. D'où vient-il essentiellement? Caroline du Nord, Kentucky, Géorgie, 3 États républicains. À cela s'ajoute, entre autres,
Les glaces d'Arizona, les mouchoirs de Caroline du Sud, les pâtes de Floride, les machines à laver du Wisconsin, à chaque fois ce sont des États républicains. Même les soutiens-gorge et déshabillés, comme on dit, sont produits dans l'Ohio et sont visés. C'est écrit noir sur blanc. Je regardais vraiment les 98 pages. Page 61, négligés, peignoirs, robes de chambre et articles similaires pour femmes et filles en coton et en maille seront visés par la Commission européenne. Dans la liste, vous avez en fait 2000 gammes d'exportation qui sont visées. Sur ça, 13 milliards, un peu plus de 13 milliards de dollars d'exportation en provenance des États républicains. Alors, bravo, parce que c'est vraiment pas évident de décortiquer tout ce rapport et cette liste interminable. Donc l'idée, d'après ce qu'on a compris, c'est de faire mal à la base républicaine de Trump. C'est très malin. Alors, extrait de Politico, article que je lisais ce matin. En creusant un peu, on s'aperçoit que les experts en commerce de l'Europe ont fait preuve d'une créativité inhabituelle dans leur connaissance des codes douaniers obscurs, tout en canalisant une dose d'agressivité passive pour faire souffrir la base de Donald Trump. Les producteurs de soja américains ont déjà fait savoir à Donald Trump qu'il fallait qu'il aille doucement sur les droits de douane parce que le soja allait en pâtir. Le but des Européens ici, ménager en fait la technique de la carotte et du bâton. On a les moyens d'agir, mais on reste quand même ouvert à la négociation. La preuve, toutes ces taxes-là, elles ne vont pas s'envoler d'un coup. Il y a un calendrier qui a été donné. Première salve de taxes le 15 avril, deuxième étape 16 mai, troisième étape 1er décembre. Et c'est à ce moment-là, 1er décembre, que les Européens vont toucher là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire le soja américain. Merci beaucoup, Jade Partouche. C'est vrai que c'est assez malin comme méthode, Valérie Nataf. Je ne vais pas dire le contraire. Et on pourrait rajouter à ce qui a été très bien détaillé par Jade, qu'il y a une fronde qui commence sous le dôme du Capitole. Il y a des élus, alors de certains États, je les ai notés, Kansas, Kentucky, Texas, Arkansas, Indiana, Caroline du Nord, qui sont donc des États républicains, qui commencent à s'insurger contre les mesures prises par Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que leur base commence à renacler. Ce sont des États ruraux pour la plupart. Et dans ces États ruraux, les agriculteurs voient tomber les cours du coton, du soja, du maïs. Et pour eux, c'est terrible. Ils sont quasiment, non pas en cessation de paiement, mais ils n'en sont pas loin. François Langlais, est-ce que vous trouvez que c'est tout de même une méthode dure, parce qu'on le rappelle, on en est toujours aux menaces. Dans ce que nous disait Jade Partouche, ce que dit l'Union européenne, c'est on a les moyens d'agir, mais on laisse la porte ouverte aux négociations. Est-ce que c'est ça qui va faire plier Donald Trump ? C'est un peu le problème, Émilie. Vous dites, écoutez, j'ai un fusil dans mon placard, mais en attendant, je sors le pistolet à bouchon. Moi, ça me ferait quand même peur, le fusil dans le placard. Oui, enfin... Ou pour dire les choses de façon plus triviale, la méthode bourrin, qui est celle de Trump, qui manifeste, c'est-à-dire on tape fort avant même toute négociation, peut-elle comprendre la méthode raffinée et sophistiquée ? Je ne sais pas. J'entends ce que vous dites, et c'est certainement un levier efficace. Si c'est maintenant, et si on tape fort, mais c'est pas maintenant. Et quant à l'ampleur des droits, on est quand même en dessous de ce qu'a déjà imposé Trump. Donc, vous voulez dire qu'on perd du temps là ? J'en ai peur. Je pense que c'est lié au subtil équilibre qu'il faut trouver entre les 27. Parce que c'est l'une des difficultés, évidemment, c'est qu'il nous faut coaliser des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts. Je note qu'on a oublié, par exemple, la taxe sur les GAFA, qui était quand même quelque chose de très dissuasif. Mais je comprends que l'Irlande a fait un lobbying effréné pour éviter qu'on s'attaque aux GAFA parce qu'elle en vit. Donc je retrouve là-dedans toutes les ambiguïtés, d'une certaine façon aussi la noblesse de l'approche européenne, qui est subtile, qui est pragmatique, qui est progressive, mais à qui parlons-nous ? Il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui me fait un petit peu peur et qui me fait craindre que le message ne soit pas entendu loud and clear, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de la façon la plus sonore possible. Je reprends la jolie expression de François Langlais. Est-ce que le pistolet à billes peut fonctionner sur Donald Trump, d'après vous, Grégory Phillips ? Alors, j'ai pas la réponse non plus. Vous qui êtes un proche de Donald Trump. Évidemment, on était encore au téléphone il n'y a pas très longtemps. Non, mais sur, effectivement, cette extrême
discernement. Par exemple, Jade, je crois qu'il n'y a pas le Bourbon, parce qu'il y a eu effectivement... Parce que les lobbies français sont allés... Les viticulteurs français, les spiritueux français, on dit attention, si on rentre là-dedans, c'est très compliqué pour nous. Donc c'est une liste qui effectivement a été sans doute très délicate à constituer avec effectivement la pression de chacun des 27 États membres. J'apprends d'ailleurs à la faveur de cette liste qu'on fabrique des glaces dans l'Arizona. Je savais que dans le Vermont, il y avait un célèbre fabricant de glaces, mais j'ignorais pour l'Arizona. Et ce que je note aussi, qui est intéressant, mais ça rejoint un petit peu l'analyse de François, c'est qu'on a un calendrier qui quand même laisse la porte ouverte à la négociation. C'est-à-dire que vous avez plusieurs rendez-vous. On ne tape pas fort d'un seul coup. Et c'est pas la méthode bourrin. On dit, alors, là, on fait ça, et puis dans un mois, on accentuera un petit peu la pression, et puis dans 3 mois, encore un peu plus. Donc, les Européens, je pense, volontairement, laissent ouverte de possibles négociations. Effectivement, c'est pas le coup de massue qu'on aurait pu imaginer. On aurait sans doute pu taper un peu plus fort. Oui, non, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un économiste nigérian que j'ai lu hier et qui dit, dont j'ai lu quelques extraits, quand vous négociez après avoir déclenché une guerre, vous devez creuser 2 tombes. Une pour votre ennemi et une pour vous, et vous assurer que les 2 tombes ne sont pas trop profondes, car vous ne savez pas lequel des 2 risque de tomber dedans. Voilà. Je pense que, en ce qui concerne les États-Unis et l'Europe, on y est en plein. Oui, Jean-Claude Mailly. Est-ce que pour rebondir peut-être sur ce que disait François Langlais, est-ce que vous trouvez que cette réponse, elle est à la hauteur du personnage de Donald Trump ? C'est pas ce qui va le faire plier tout de suite, ça, je ne pense pas, mais c'est un peu la méthode, c'est la tortue un peu, l'Europe, je suis d'accord. En même temps, on montre, c'est une première étape. Et puis vous savez, c'est pareil, les Européens, nonobstant les difficultés de se mettre d'accord d'une manière générale en Europe, peut-être d'ailleurs que ces épisodes vont conduire l'Europe à se transformer, mais ça va dépendre aussi de la réaction dans chacun des pays européens des populations. Pour le moment, même si les gens peuvent avoir des inquiétudes, personne n'est encore impacté. L'impact sur l'inflation en France, par exemple, pour le moment, il n'y en aura quasiment pas. Donc les gens ne vont pas encore être impactés. Si les gens étaient impactés, c'est pareil, ça conduira les pays européens à devoir réagir plus fortement. Je crois que, on n'a pas tout vu, on va avancer. Est-ce qu'il faut attendre d'être impacté, François Langlais, pour agir ? Est-ce qu'il ne sera pas déjà trop tard ? Si on veut négocier, oui, si on veut négocier. Écoutez, vraiment, c'est un système complexe là, parce que il y a à la fois les pressions intérieures aux États-Unis, celle du Congrès que vous évoquiez, Valérie, et puis évidemment les premières incidences économiques, parce qu'on peut penser que l'inflation sera un peu plus forte aux États-Unis. Oui. Il y a aussi quelque chose de très important qui s'est passé aujourd'hui, c'est la baisse des obligations américaines. Ça a l'air un peu technique, mais ça fait monter les taux d'intérêt de 0,6 pour monsieur et madame Smith qui achètent leur maison. Donc ça change quand même l'équation. Les Américains vivent à crédit largement, donc ils vont payer en intérêt bien davantage. Toutes ces choses-là peuvent exercer justement une certaine pression à l'intérieur, quand nous, de l'autre côté, on a la Chine qui est au niveau maximal, qui ne veut rien céder, et l'Europe qui a un niveau intermédiaire. Donc vous voyez bien que tout mouvement là-dedans peut provoquer un enchaînement qu'on n'est pas capable de prévoir. J'aurais tendance à dire que l'Europe tape un peu trop bas. Mais... Donc il faudrait frapper où précisément ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si vous aviez les cartes en main, qu'est-ce que vous feriez ? Je ne sais pas, mais profitant du fait que la Chine a une position dure, on peut aussi essayer de faire une espèce de front commun, qui ne dit pas son nom, mais qui de fait créerait une pression supplémentaire. Donc taxer aussi en retour à des montants considérables. En tout cas, montrer qu'on est déterminé à aller loin. Là, on donne le sentiment de faire juste ce qu'il faut pour montrer que notre désaccord, mais pas assez pour véritablement effrayer l'équipe qui négocie en face. C'est un peu comme ça qu'on connaît l'Europe en même temps. Oui, en même temps, il y a apparemment, si j'ai bien compris, il y a deux hypothèses dans les tiroirs également. C'est à la fois taxer les GAFAM, c'est pas décidé, on est bien d'accord. Bon, c'est pas encore sur le papier en tout cas. Non, mais on le dit. Au moins, on le dit. Ça pourrait être une arme supplémentaire. Ça peut être une arme supplémentaire, et puis aussi l'ouverture des marchés publics. Tout à fait. Au niveau européen, si vous fermez les marchés publics aux entreprises américaines, ça a une conséquence. Parce que Trump
quand il dit qu'il y a un décalage avec l'Europe de 350 milliards, il ne tient pas compte des services. En fait, ils vendent beaucoup plus de services que nous, on achète des produits industriels. Donc voilà. Donc ces deux éléments-là qui ne sont pas en application, je suis bien d'accord. Mais ça peut faire très mal. Et j'ajoute une petite, une petite difficulté politique, c'est que là, on essaie de parler d'une seule voix. Giorgia Meloni, elle va la semaine prochaine à Washington discuter dans le bureau ovale. Et sans doute essayer, à titre individuel, de faire baisser l'addition pour son propre pays. Valérie Nataf. Non, mais moi, ce que je comprends dans l'attitude européenne, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu pour d'autres sujets, qui est la désescalade. Ne pas taper trop fort tout de suite, ça correspond à l'idée que l'Europe, l'Union européenne en tout cas, ne veut pas se retrouver dans une position comme celle de la Chine. J'entends ce que vous dites, c'est peut-être une position de négociation, mais d'après ce que je comprends, et à la tête de l'État français et dans certaines capitales européennes, l'idée est on ne va pas rentrer dans une guerre. On essaye de se défendre, on montre qu'on est prêt à faire beaucoup et on a quelques cartouches, si j'ose dire, encore sur le côté. Mais l'idée est d'essayer au contraire de calmer le jeu parce que la récession mondiale, alors là c'est votre domaine et pas le mien, pourrait être au coin de la rue si tout le monde se lance dans une escalade. Et là tout le monde serait perdant. Absolument. Oui, et regardez François Langlais, pardon, mais il y a Donald Trump qui semble un petit peu vous répondre, puisqu'au milieu de ce chaos, il a encore posté un message, il dit mais restez cool. Bon, il n'a pas écrit François Langlais, mais il dit restez cool. Tout va bien se passer, les États-Unis seront plus grands et meilleurs que jamais. Bon, c'est pas très rassurant pour l'Europe, mais en tout cas, il nous demande de rester calme. Ça veut dire qu'il faut attendrir la viande encore un peu davantage, et que de ce point de vue, on n'a peut-être pas calibré assez fort. Ce qui m'inquiète en fait dans cette histoire, c'est qu'on entre dans un nouveau monde. De ce point de vue, Trump, c'en est un des symptômes, mais ça subsistera après Trump. C'est un monde de confrontation entre les grandes puissances qui est très différent de celui qu'on quitte, qui était celui de la parenthèse libérale, libre-échangiste, entre, en gros, la chute du mur et la guerre d'Ukraine. C'est fini, ça. Nous, les Européens, on a l'impression que c'est le monde normal. Non. C'est une parenthèse comme il en arrive une fois par siècle. Le monde normal, c'est maintenant. Et je vois l'Europe ne pas accepter, au fond, cette prise de conscience du rapport de force, parce que derrière l'Europe, au contraire de ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine, et encore une fois, ça a une certaine noblesse, il n'y a pas de volonté de puissance. Nous nous sommes construits sur la négation de la volonté de puissance. C'est très noble, et on sait pourquoi. C'est l'héritage des guerres, etc. Mais je crains qu'on ne perde beaucoup de temps à essayer de faire valoir des outils qui fonctionnaient bien dans le monde d'avant et qui, dans le monde d'après, n'ont pas assez de puissance pour convaincre. C'est un risque, c'est vrai. Je voudrais vous faire écouter Donald Trump qui s'exprimait encore hier soir. Là aussi, il essayait de nous rassurer. Ne vous en faites pas, je sais exactement ce que je fais. On se rue sur les anciennes usines, la plupart se font démolir pour être remplacées par de nouvelles usines. Ils ont arrêté de construire 4 ou 5 usines au Mexique et elles viennent toutes des États-Unis. Je sais ce que je fais, bon sang. Je sais ce que je fais. Et vous savez ce que je fais aussi. C'est pour ça que vous avez voté pour moi. Donc en gros, les usines qui reviennent aux États-Unis, et puis pas seulement, regardez ce qu'il dit hier encore, nous avons 2 milliards de dollars par jour qui arrivent grâce aux droits de douane, et c'est très bon pour nous. En gros, ça y est, Grégory Phillips, les États-Unis commencent déjà à récolter les fruits des déclarations de Donald Trump. Je pense qu'il est un peu optimiste et qu'on va pas voir fleurir des usines dans l'Ohio ou dans l'Iowa dans les 6 mois qui viennent pour fabriquer, j'en sais rien, du textile, des téléphones ou tous les produits qui étaient importés jusque-là. Ce qui est intéressant dans le sonore que vous venez de diffuser, c'est qu'il s'adresse à des représentants républicains. Et Valérie l'a déjà souligné, il ne faut pas minimiser les conséquences politiques de la intérieure aux États-Unis de la période qu'on est en train de vivre, et ça, Trump le sait. On sait en plus qu'il y a les midterms dans 2 ans. Dans moins de 2 ans maintenant. Il entend cette fronde au Congrès, il entend les grands banquiers, je parle sous le contrôle de François, qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, inflation, récession, demain la récession va arriver. Je crois que la banque JP Morgan Chase l'a encore dit aujourd'hui. Donc il n'est pas bête non plus, Trump. Il sait que sur un plan politique, il joue très gros. Il a pour l'instant tous les pouvoirs. Au Congrès, il a les 2 chambres, il a la Maison-Blanche. Mais attention, les élections, c'est demain. Et il peut payer très cher
ce qui est en train de se jouer, si notamment il n'a plus le soutien de sa base. On a déjà parlé de Musk qui commence quasiment à le lâcher, et si les consommateurs américains... Il commence déjà à insulter d'autres membres du clan Trump. Si les consommateurs américains se retrouvent face à une inflation importante, enfin, ça n'a rien à voir avec les droits de douane, mais la crise du prix des œufs, les gens l'ont vraiment en travers de la gorge. Alors c'était lié à la grippe aviaire, etc. Mais si demain chez Walmart, chez Trader Joe's ou chez Best Buy, les produits prennent 10 ou 20%, Trump va le payer, c'est sûr. Sans compter, les fameux millionnaires de la tech qui ont des pertes invraisemblables en ce moment, qui étaient tous présents quasiment à l'inauguration de Donald Trump et qui vont sans doute aussi faire entendre leur voix. Retourner leur veste. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. François Langlais, est-ce que vous pensez que c'est pour des questions politiques aussi que Donald Trump pourrait flancher? D'ailleurs, vous nous disiez hier, alors pardon, ça va peut-être vous déstabiliser que je rappelle vos déclarations, Grégory Phillips, mais vous disiez quand même qu'il y avait une chance pour que Donald Trump cède face à la Chine, notamment hier, c'était avant minuit. Voilà le résultat, bravo. J'étais pas aussi péremptoire, et c'était pas tant face à la Chine, puisque l'ultimatum, on était à quelques heures, mais j'ai essayé de développer l'idée, et encore une fois, ça me gêne de le faire à côté de François, qui, ça se trouve, va me contredire totalement, que c'est aussi la méthode de négociation de Trump. Je tape très fort sur la table, je regarde ce qui retombe, et si j'obtiens la moitié de mes objectifs, j'aurais gagné quelque chose. Ça, il l'a théorisé, enfin on l'a déjà dit ici. Donc c'est ce que je disais hier. Il y a une négociation possible, et il est possible qu'il recule face à certains pays. Lui dira: j'ai gagné dans la négo, j'avais réclamé 80% de tarifs douaniers, j'en obtiens 40, regardez ce que j'ai gagné. Et il obtient finalement 84% de taxes. L'histoire n'est pas finie. Non. L'histoire n'est pas finie. C'est-à-dire que là, à ce niveau de taxation réciproque, on va se regarder en chien de faïence, mais il y a une option possible qui est un compromis, des négociations un peu plus larges, je pense. Mais vous parliez de politique, je pense que c'est la clé. Hein. C'est la clé. C'est vraiment le baromètre de Trump, il est là. Et alors évidemment, la politique dépend elle-même de l'économie. S'il y a 15 usines qui s'installent tous les jours, on peut penser qu'il en tirera les dividendes politiques. Mais en revanche, si l'inflation commence à mordre, si le crédit coûte plus cher, tout ça peut créer une déstabilisation de la classe moyenne qu'il est censé favoriser. Mais c'est encore très ouvert. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à hier, au fond, on pouvait se dire la première phase de son pari est intégralement gagnée. Parce que même la chute de la bourse, au fond, c'est embêtant. On va pas se pendre, hein. Moins 20% à la bourse, même les gens qui ont une partie de leur épargne retraite, ils savent que ça va, ça vient. Donc, et à la limite, on peut même penser que la chute de la bourse jouait pour Trump. Parce que ça crée un choc mondial qui faisait penser à tout le monde: oh là là, mais on est dans une situation catastrophique, il faut négocier. J'appelle le président ou ses conseillers pour trouver une solution. Ce qui change un petit peu aujourd'hui, c'est l'incidence sur les obligations américaines, où là, on touche au cœur du système financier américain et du système financier mondial, avec des répercussions qui peuvent aller potentiellement jusqu'à la crise financière. S'il y avait un risque de ce côté-là, je pense qu'on verrait notre Trump remballer rapidement tout ça et l'habiller de façon certainement très habile, comme il sait le faire, mais pour autant, il ne pourrait pas maintenir sa position. Et ce qui serait très étonnant, François, c'est que ce serait une crise financière provoquée par lui. C'est-à-dire que, contrairement aux précédentes, je sais pas, Lehman Brothers ou les difficultés qu'on a connues pendant le Covid, là, si crise financière il y a, ce serait sur l'initiative du président américain. C'est vrai. Et au on moins, continue d'en parler dans un instant. Le déclencheur, disons, ça serait l'allumette dans une pièce où on a laissé le gaz fuiter. Parce qu'en réalité, les déséquilibres financiers s'accumulent depuis déjà un moment, et notamment au plan boursier, où on voit des valorisations qui sont démentes pour la technologie. Oui, on continue d'en parler dans un tout petit instant. J'aurais une question très importante à vous demander. Est-ce que ça va être toute l'économie mondiale qui va être à l'arrêt? Alors vous me dites peut-être que j'exagère, néanmoins je voudrais qu'on parle du secteur automobile qui commence déjà à être impacté. A tout de suite dans le grand dossier.
Depuis que Donald Trump a déclaré la guerre des taxes au monde entier, de nombreux secteurs commencent à être touchés. On va vous montrer tout ça dans un instant. Soyez les bienvenus dans la suite de ce grand dossier. On est toujours avec Jean-Claude Mailly, avec Valérie Nataf, Grégory Phillips et François Langlais. Regardez ce qu'a dit Donald Trump ces dernières heures. Il met un peu plus la pression après ces nouveaux droits de douane. C'est le moment idéal pour transférer votre entreprise aux États-Unis d'Amérique, comme le font Apple et tant d'autres en nombre record. 0 droit de douane, n'attendez pas, faites-le maintenant. C'est un excellent publicitaire. Je voudrais vous montrer notamment le secteur automobile qui commence sérieusement à être touché. C'est ce que l'on va voir sur ces cartes. Chez les pays voisins des États-Unis, eh bien, il y a des constructeurs automobiles qui suspendent leur production. C'est le cas de Stellantis notamment, qui a mis au chômage technique le personnel de ses usines au Mexique et au Canada. Vous avez aussi Nissan qui a stoppé la production de son crossover au Mexique. Autre possibilité, là vous allez le voir sur cette deuxième carte, certains suspendent leurs exportations vers les États-Unis. Les automobiles restent au port, c'est ce que l'on va voir avec le cas d'Audi, de Jaguar, Land Rover. Et dernière possibilité, alors il y en a beaucoup qui sont aussi en grande difficulté, qui ont tout stoppé, qui attendent et qui se préparent à augmenter les prix. Qu'en pensez-vous, Jean-Claude Mailly ? Est-ce que vous pensez que l'industrie automobile va s'en remettre ? Parce que c'est vrai que là, on sent qu'en tout cas, elles sont dans les 3 cas en difficulté. Déjà en Europe, elle est en difficulté. Avant l'élection de Trump, avec la fin du moteur thermique en 2035, ça a percuté de plein fouet l'industrie automobile européenne. Et c'est pas terminé. On le voit très bien, beaucoup d'emplois ont déjà été perdus. Là, il peut y avoir à un moment donné, effectivement, là, il y a déjà des premières conséquences, mais si vous prenez le cas de la France, par exemple, à court terme, non, pas par rapport à les droits de douane, etc. Mais en même temps, vous avez des entreprises donneurs d'ordre, soit Stellantis, Renault ou d'autres, qui vont vouloir limiter la hausse des prix avec les hausses des droits de douane et qui vont, par exemple, demander à leurs sous-traitants d'en prendre une partie à charge. Ça, c'est classique. Dans la filière de l'automobile, vous avez déjà les sous-traitants qui sont en très grande difficulté. Il y a déjà des plans de suppression d'emplois avant l'élection de Trump. Et il y en aura d'autres. D'ailleurs, j'ai vu que le regroupement des entreprises sous-traitantes demande déjà à l'Europe, mettez une disposition disant que toute fabrication doit comporter un minimum fabriqué au plan local, au local étant entendu au plan européen. Donc vous avez des pressions de ce type. Vous avez des entreprises américaines présentes en France ou en Europe qui vont licencier également et réciproquement. Donc il y a des risques à terme, mais notamment pour un secteur comme l'automobile qui était déjà très percuté avant. On sent en tout cas, Valérie Nataf, il va y avoir la pharmacie demain. Les entreprises semblent suspendues au bon vouloir de Trump. C'est ça aussi ce dont il a envie. Elles sont suspendues, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'issue, prévisible ou pas, de cette guerre commerciale. Donc pour l'instant, la prudence, c'est effectivement, le terme est le bon, de suspendre et d'attendre avant de voir. Parce que, vous le savez, ce que détestent le plus les chefs d'entreprise, c'est de ne pas avoir de visibilité. Or là, la visibilité, elle est nulle. Donc pour l'instant, ils essayent de garder ce qu'ils peuvent comme atout, sans dévoiler non plus leur jeu. Enfin, leur jeu, on le connaît, c'est pas très compliqué. Il faut surtout attendre de voir de quel côté la pièce va tomber. Et d'ailleurs, on apprend, Émilie, cet après-midi, que Amazon, alors on est loin de l'automobile, mais que Amazon a annulé un certain nombre de commandes, et c'est un chiffre assez volumineux de commandes de produits made in China. Parce que, évidemment, ils se disent, si ces produits sont désormais taxés à 104%, je ne vais pas réussir à les écouler. Donc, vous voyez, c'est l'adaptation très rapide d'une énorme boîte comme Amazon. Entre parenthèses, Jeff Bezos était à l'investiture de Trump. Absolument. Qui est obligé de s'adapter très rapidement à cette nouvelle réalité. Mais alors, François Langlais, est-ce qu'on va trop loin si on craint une économie mondiale à l'arrêt ? C'est un risque. C'est un risque parce que, si vous voulez... alors, sur le cas de l'automobile, Jean-Claude a raison. Il y a plusieurs choses qui se superposent. Il y a des facteurs proprement européens liés à la transition écologique, la concurrence chinoise, même, et puis cette affaire de droits de douane. Donc au total, c'est un secteur très éprouvé. Il fait quand même 9% de nos PIB. Donc quand ça va mal dans l'auto, ça va mal un peu partout. Maintenant, pour revenir à votre question, le problème, si vous voulez, c'est que, je reviens à cette grande parenthèse de 35 ans, pendant ces 35 ans, on a mondialisé
toutes les chaînes de production. C'est-à-dire que dans un appareil comme ça, vous avez 10 nationalités de produits différentes. Vous avez probablement 50 franchissements de frontières. C'est-à-dire qu'un composant de Taïwan va en Chine, il est assemblé après à Singapour et ça repart aux États-Unis pour finalement être vendu en France. Donc au total, si à chaque fois qu'il y a un franchissement de frontières, vous avez 84%, votre iPhone, il vaut plus 1000 balles, mais il vaut 2000. Hein. Donc évidemment, pour remédier à cela, c'est aussi difficile que de retrouver les œufs à partir d'une omelette. Et parce qu'il faut reconstituer toutes les chaînes d'approvisionnement dans une base géographique de pays amis. C'est des années de travail. Certaines entreprises les plus exposées, l'armement par exemple, sont déjà en train de faire ça depuis la guerre d'Ukraine. Parce qu'elles sentent bien que le monde a changé. Et un grand patron de l'armement m'expliquait que lui, il était en train de purger en quelque sorte ses sous-traitants chinois de rang 1, de rang 2 et de rang 3. Donc, et il m'a dit, j'en ai pour 10 ans. Donc c'est tout ce travail-là qui peut provoquer une espèce d'apoplexie de l'économie, c'est-à-dire suspendre les transactions, les échanges pendant un moment ou à tout le moins les ralentir. C'est là le principal risque. Oui, néanmoins, l'augmentation des prix, ça ne fait pas vraiment peur à Donald Trump. Regardez Jean-Claude Mailly, est-ce qu'il disait encore je m'en fiche complètement, j'espère qu'ils augmenteront leurs prix car s'ils le font, les gens achèteront des voitures américaines. Nous en avons plein. Oui, non, mais ça, je vous dis, c'est un camelot. On est toujours là-dessus, lui, c'est la méthode Coué. Mais quand il dit, comme tout à l'heure, devant ses propres élus, je sais ce que je fais, ça veut dire qu'il a quand même la trouille. Vous dites pas ça devant vos élus, quand vous dites aux vôtres. Mais il n'a pas dit vous inquiétez pas, mais c'est ça que ça veut dire. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Mais non, justement. On dirait le président Macron après la dissolution. Voilà, comme Macron après la dissolution. Voilà, c'est pareil, il a raison. Donc il est pas. La balle perdue pour le président de la République. C'est honteux. Et bien sûr, ces belles paroles, vous n'aurez pas le temps de vous excuser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand dossier.